suis Joël Zongo, gérant de Matrix et Décisions, et je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce webinaire consacré à un sujet qui est en train de redéfinir la compétitivité des entreprises, des institutions publiques, des organisations. Donc, ce n'est rien d'autre que la data et l'intelligence artificielle. Donc, merci pour votre intérêt. Merci de nous accorder votre temps. Donc, sans plus tarder, je vais dérouler notre agenda pour ce webinaire. Donc, dans un premier temps, il sera question pour nous d'introduire le webinaire. Donc, il va s'agir de présenter l'entreprise Métriques et Décisions, bien entendu, en commençant par la présentation des speakers et ensuite rappeler le contexte lié à ce webinaire et apporter quelques éléments de définition liés à notre sujet, donc la data et l'IA. Après quoi, nous allons parler de stratégie data et IA. Et ça va consister à dire c'est quoi la stratégie data, c'est quoi la stratégie IA et en quoi est-ce que élaborer une telle stratégie est indispensable. Et toujours dans cette section, il va être question de parler aussi des piliers d'une stratégie data et IA. Donc, après quoi, on va parler maintenant de la gouvernance. Donc, la gouvernance, à travers cette troisième section, nous allons parcourir les risques liés à une mauvaise gouvernance. Nous allons parler de la réglementation et la conformité, les sujets d'éthique et de responsabilité des entreprises. Et après quoi, on va parler de tout ce qui concerne l'implémentation, l'opérationnalisation des projets data et IA. Donc, comment est-ce qu'on passe de la stratégie à l'action et comment une entreprise peut-elle mesurer le ROI de ses projets data et IA. Et en dernière position, il va s'agir de, de conclure en commençant par donner les points à retenir pour ce webinaire et pour présenter notre programme exécutif Data et IA. Et après quoi, nous allons répondre aux questions qui nous seront soumises durant ces 1h15 que nous avons. Donc, à cet effet, nous avons le chat qui est ouvert. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez laisser vos questions dans le chat. Quand on arrivera à la phase des questions-réponses, nous allons récupérer les questions et apporter les éléments de réponse. Donc, l'objectif ici, c'est qu'à l'issue de ce temps, vous puissiez avoir une vision claire, des repères solides, des exemples concrets et puis des clés de décision pour vous aider à mieux guider vos projets data et IA. Donc, qui nous sommes? Je le disais au départ, je suis Joël Zongo, gérant fondateur de Métriques et Décisions. Je suis accompagné pour cet exercice avec Franck Tia. Donc, je te laisse, Franck, te présenter aussi. Tu es mute. Oui, je pense que c'est bon. Donc, je suis Franck Tia. Alors, euh, expérience sélectionnée, je suis présentement Chief Data Officer dans une banque ivoirienne. Auparavant, j'ai travaillé sur des sujets liés à la gouvernance de données, à l'intégration de données, à la BI, à la valorisation de données dans son ensemble et aussi aux sujets liés à l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que ces échanges seront très enrichissants et également porteurs de valeur au sein de vos entreprises sur les sujets qui sont à votre charge. Merci beaucoup, Franck. Merci. Mm. Mhm. Donc, après la présentation de Franck, je vais présenter maintenant le cabinet Maîtrise et Décisions. Donc, Maîtrise et Décisions, c'est un cabinet qui offre des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises portant sur la data analytics, l'intelligence artificielle, le business intelligence et puis l'accompagnement pour la transformation digitale.
Donc, on est positionné sur quatre périmètres. Donc, tout ce qui est études, conseils, euh, et ensuite tout ce qui concerne la data et l'IA. Et après, on a des équipes avec lesquelles on conçoit, on met en place des solutions digitales pour les entreprises, donc des solutions d'automatisation, des solutions de création d'applications de tout type. Et nous sommes agréés par le FTFP de Côte d'Ivoire, ce qui nous permet de délivrer des formations. Donc, on a deux grands programmes chez nous. On a le Data Analytics Bootcamp et on a l'exécutif programme qui sera présenté à la fin de ce webinaire. Maintenant, à côté de ces deux programmes, on a aussi des formations qui portent sur l'utilisation des outils bureautiques et collaboratifs. Donc, après cette présentation, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, il est question de préparer son entreprise à l'ère de la data et de l'IA. Mais l'ère de la data et l'IA, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit un moment très historique parce que, on a l'avancée de la technologie, on a aussi le fait que les entreprises, disposent aujourd'hui, de par leurs activités, de grosses volumétries de données. Donc, ça fait que à un moment, les données et l'intelligence artificielle se positionnent comme des outils incontournables par lesquels les entreprises peuvent améliorer leur compétitivité. Donc, de par la digitalisation des processus, de par aussi le fait qu'aujourd'hui, on a des technologies disruptives qui apparaissent. Récemment, on a l'IA générative qui est en train de bouleverser le monde. Et donc, l'idée, c'est que c'est important pour les entreprises, voilà, de se mettre dans la mouvance, de se mettre dans la tendance afin de pouvoir tirer grand profit de la data et de l'intelligence artificielle. Mais avant d'aller encore plus loin, c'est important d'apporter des éléments de définition sur les concepts que nous traitons aujourd'hui. On parle de data, mais data, c'est quoi réellement? La data ou encore données, euh, c'est c'est une observation qui est brute, voilà, qui est collectée ou enregistrée, ou bien même générée par une activité humaine. Donc, si on prend le cas précis d'une PME, une data, ça peut être une facture, ça peut être le nombre de produits vendus, ça peut être le feedback d'un client, ça peut être encore un commentaire qu'on nous a laissé sur Facebook, sur notre compte réseau social. Donc, vous voyez que ne serait-ce qu'avec ces quelques exemples, on peut déjà apprécier l'étendue ou le champ dans lequel la data peut intervenir. Mais il y a un élément qui est important aussi concernant la data, c'est que c'est de l'observation. Donc, ce n'est pas encore de l'information ni de la connaissance. Donc, elle va devenir de l'information ou de la connaissance lorsque c'est l'humain c'est l'humain qui sera à même de contextualiser la donnée. C'est l'humain qui sera à même d'attribuer de la valeur à la donnée en la croisant avec tout simplement son contexte, avec, euh, avec ses réalités pour tirer des informations utiles. Donc, pour donner un exemple, quand je prends le thermomètre et que le thermomètre me dit on est à 36, 37 degrés, vous voyez que rapidement, je fais une observation. Mais cette observation, pour qu'elle devienne information, il faut que je fasse une analyse humaine. Je me dise que oui, cette information brute que j'ai collectée, ça veut tout simplement dire qu'il fait chaud. Donc, vous voyez que je pars d'un constat qui est brut, que j'analyse et que j'en tire une information qui est utile pour moi. C'est pareil aussi, hein, si j'observe on est à moins 20 degrés, ça veut dire que j'analyse et pour prendre une décision selon laquelle pour sortir, il faut que je sorte couvert. Donc, ça, c'est pour apporter des éléments de définition sur la data.
Maintenant, on parle aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est quoi réellement? Donc, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui existe depuis bien longtemps. Voilà, c'est vrai que récemment, on a vu avec les IA génératives une explosion, je dirais aussi euh, une promotion de l'IA, du concept d'IA. Sinon, elle existe depuis plusieurs années. Donc, c'est toutes ces technologies qui permettent aux ordinateurs, aux machines, de simuler l'apprentissage humain, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision et la créativité. Donc, cette définition est telle qu'aujourd'hui, on a deux types d'intelligence artificielle. Il y a celle qui est qualifiée d'IA faible. Donc, elle est spécialisée sur des tâches spécifiques. Donc, vous avez aujourd'hui des assistants vocaux, Siri, Google Assistant, ou encore des systèmes de recommandation qui existent, de reconnaissance d'images. Tout ça fait partie du champ des IA faibles. Donc, parce qu'elle s'appuie sur des algorithmes pour optimiser un domaine restreint. On a de l'autre côté aussi les IA, ils sont qualifiés d'IA fortes ou encore strong AI. Donc, ce sont les IA qui, pour l'heure, n'existent pas parce que c'est vraiment théorique, les IA fortes. Parce on suppose que ce sont les IA qui sont capables de réaliser un large éventail de tâches à niveau égal et même supérieur à celui de l'intelligence humaine. Donc, vous voyez que c'est un autre niveau de capacité qu'on veut attribuer ou bien qu'on pense attribuer à l'intelligence artificielle. Donc, cette conception, elle n'est pas encore totalement effective. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a deux types d'IA. Et en même temps, notre IA générative qui est d'actualité, il faut comprendre qu'elle fait partie de ce qu'on appelle l'IA faible, tout simplement parce qu'elle s'appuie sur un corpus d'informations pour pouvoir optimiser et puis pouvoir faire comme on appelle, de la génération de texte, de la génération d'images, de la génération de code, de la génération de musique. Elle n'a pas de conscience, donc ça fait que déjà, elle ne peut pas être une IA qui est forte. Donc, tous ces éléments sont importants à comprendre. Et IA et data, c'est important aussi de savoir que ces deux concepts sont très, très liés. Aujourd'hui, on a les entreprises qui manipulent la donnée juste pour prendre notre quotidien, ce qu'on fait dans notre quotidien. Presque tout le monde a WhatsApp. Donc, imaginez un seul instant dans un groupe WhatsApp qui contient 1000 personnes ou bien bon, un groupe WhatsApp où il y a des conversations. Euh, Quand les conversations sont intenses, vous remarquez qu'il y a plusieurs messages. Bon, sortant de votre groupe WhatsApp, imaginez que autour de vous, d'autres aussi ont des groupes WhatsApp. Donc, quand vous essayez d'étendre un peu, prenez à l'échelle pays, après régional, international, vous allez voir que à la seconde près, ce sont des milliards de messages qui sont envoyés à travers WhatsApp. Donc, on se trouve face à ce qu'on appelle du big data. Donc, le big data, ce n'est rien d'autre que des données qui vérifient un ensemble de caractéristiques, notamment le volume. Donc, on parle de 2,5 quintillions d'octets de données. Il y a aussi la variété. Donc, aujourd'hui, les données, elles sont de plusieurs types. Il y a des données multimédia, des photos, des images, des messages textuels. Il y a la vélocité. Donc, la vélocité est liée à la vitesse, la rapidité, je disais tout à l'heure. À la seconde près, vous voyez comment les messages circulent sur les réseaux. Donc, principalement, pour qualifier le big data, on parle de 3 V, sinon d'autres ajoutent encore la véracité et puis la valeur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir valoriser ces données. Donc, tout simplement, pour revenir à notre sujet, c'est de montrer qu'il y a il y a un lien très important, il y a une collaboration très, très forte entre les données et l'intelligence artificielle, parce que les données vont alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, si vous voyez que vous échangez avec un modèle de langage comme ChatGPT ou
copilote et qui vous produit des résultats, ça veut dire qu'il a été entraîné sur un corpus de données, sur une grosse base de données et il ne fait que vous rendre ce qu'il sait. Voilà. Donc, c'est basé sur des algorithmes probabilistes. Mais sans données, c'est clair qu'on n'aura pas d'intelligence artificielle. Il faut que ça, on soit situé sur ce point. Donc, après avoir planté le décor sur nos concepts data et IA et puis montrer le lien entre les deux concepts, je vais passer la parole maintenant à Franck qui va poursuivre avec la stratégie et puis la gouvernance et l'implémentation. Donc, Franck, tu as la parole. Ok, merci Joël, c'est très clair. Alors donc, concrètement, c'est quoi une stratégie? Tu peux présenter les slides, Joël, si tu peux. Alors, avant de parler de stratégie data et IA, on va s'interroger pour pouvoir savoir c'est quoi une stratégie data. Déjà, il faut dire qu'une stratégie data n'est pas une liste de logiciels à installer, une liste d'outils à pouvoir déployer et voilà, se contenter d'avoir mis en place un certain nombre de tableaux de bord qui ne sont pas actionnables ou qui ne sont pas utilisables. Une stratégie data est dans un premier temps un choix de pilotage. Donc, c'est le fait de vouloir décider d'utiliser la donnée pour pouvoir en tirer de la connaissance, de la valeur pour son entreprise. Et pour ce faire, il y a trois questions fondamentales auxquelles l'on doit répondre, notamment quelles décisions stratégiques voulons-nous améliorer ou voulons-nous amener à l'existence, ou alors quel cas d'usage data IA existe dans enfin, au niveau de la connaissance actuellement pour pouvoir répondre aux enjeux business que nous rencontrons dans notre activité, ou alors comment aligner les métiers, l'IT, la data, les juridiques, la conformité, etc., avec nos priorités. Et, et en fonction de ça, on va déployer un ensemble de cas d'usage à forte valeur ajoutée pour pouvoir répondre aux enjeux business. Donc, pour faire simple, c'est d'abord de connaître sa stratégie d'entreprise. Donc, on parlera de corporate strategy ou business strategy, etc. Essayer de décliner les leviers de la data et de l'IA pour pouvoir répondre à un ensemble d'objectifs. Et dans la faisabilité, on verra un ensemble d'outils qu'on peut appeler enablers qui doivent être installés, qui vont constituer les logiciels ou la plateforme pour pouvoir délivrer de la valeur avec une certaine fondation et avec un niveau de responsabilité, voilà, pour pouvoir délivrer de la valeur. Donc, c'est ça déjà une stratégie data. À la slide suivante. Donc, déjà, il faut dire que cette stratégie, comme je viens de l'expliquer, on voit tout de suite son importance parce que sans cette structure je vais dire de structuration, on essaye d'implémenter des projets un peu dans le vide. Chacun essaye d'avancer de son côté. Et dans une organisation qui n'a pas cette vision structurée, là, on voit des cas d'usage des gens qui utilisent des IA génératives pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, d'autres qui vont essayer d'utiliser des versions gratuites pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et du coup, ils s'exposent à un certain nombre de risques. Et même quand ils essayent de le faire, ces projets-là ne sont pas industrialisés, ça reste à l'échelle de POC. Il y a pas mal de statistiques qui montrent aujourd'hui les différents sujets euh, qui ont été traités en POC, mais qui ne sont pas passés en production pour plusieurs raisons, notamment l'implication du top management, de l'IA, comment je vais dire ça, de l'IA implémentée de façon désilotée, en silo, pardon, ou alors des IA qui exposent les données utilisateurs parce que déjà la privacy, la partie réglementaire n'a pas été bien gérée. Donc, il y a un ensemble de statistiques que vous pourrez retrouver en ligne qui montrent l'échec des projets IA qui n'ont pas adopté une stratégie éprouvée et bien structurée. À la slide suivante.
Joël. Alors, pour y arriver, pour bâtir une stratégie data bien structurée qui a de la valeur dans le temps et qui répond aux enjeux de durabilité, il y a trois piliers majeurs qu'il faut prendre en compte, notamment l'alignement stratégique. Donc, j'ai essayé de l'expliquer à ma première présentation. C'est OK, c'est déjà d'avoir une stratégie d'entreprise, une vision d'entreprise. Donc, pour une PME, nécessairement, le dirigeant de cette PME a une vision pour son entreprise. Pour une direction assez mature dans un grand groupe, une administration publique, il y a un alignement stratégique à avoir. Donc, nos cas d'usage à développer doivent s'aligner avec la stratégie. Il ne faudrait pas que l'entreprise veuille acquérir de nouveaux clients ou alors conquérir de nouveaux marchés et on sera en train de développer un cas d'usage qui plutôt sont focalisés sur les aspects, je veux dire, peut-être réglementaires ou des aspects qui n'ont rien à voir avec la conquête de nouveaux clients ou de nouveaux marchés. Donc, on doit avoir un alignement stratégique à ce niveau afin de pouvoir convaincre déjà le top management, les comités de direction, les comités exécutifs, etc., selon la structure de l'entreprise. Et pour ce faire, il y a pas mal de questions qu'il faut se poser, notamment la croissance, la rentabilité, la qualité des services. En fonction de ces aliments stratégiques, on va essayer d'élaborer ou d'actionner un ensemble de cas d'usage qui ne seront pas les mêmes d'une stratégie à l'autre. Et également, il y a un autre pilier qui sera celui de sélectionner les cas d'usage à forte valeur. Tous les cas d'usage n'ont pas la même valeur et n'ont pas la même finalité. Nous allons voir tout à l'heure lors du calcul enfin, du ROI des projets data. Donc, à ce niveau, c'est vraiment de prioriser avec toutes les méthodes de priorisation qu'on peut avoir, notamment l'impact business et la faisabilité, ou alors les ressources à disposition, les compétences, le coût des outils pour pouvoir les réaliser, le temps que ça peut nous prendre, les différents risques sur à quoi cela nous expose, les risques de toute nature, essayer de, de baliser tous ces sujets-là et sélectionner un ensemble de cas d'usage pour pouvoir la mettre dans la stratégie data et IA qu'on essaye de couvrir. Et cela ne pourra pas réussir, bien entendu, sans une gouvernance, un leadership fort de l'équipe qui déploie cette stratégie, et également de la conduite de changement de cette activité. C'est en cela qu'il est très important d'inclure toujours dans son programme de stratégie et data une partie qui va aborder la question de leadership, la question de qualité de données, la question de conduite du changement, la question de responsabilisation des acteurs, la question également d'implication même des parties prenantes, pour ne pas qu'à un moment donné, on se retrouve avec un sujet qui ne fait plus sens. Donc, à la slide suivante. Alors, donc, comme je parlais de gouvernance et de leadership, il y a pas mal d'entreprises qui, dans leur parcours, ont fait face aux conséquences d'une mauvaise gouvernance donnée, notamment Equinox. Alors, je vais commencer par Unity, voilà, pour permettre d'aller un peu plus vite, plus précisément. Unity est une entreprise technologique spécialisée dans tout ce qui est moteur de jeux vidéo, etc. Donc, elle s'est rendue compte à un moment donné que des données d'entraînement insuffisamment maîtrisées lors des tests, lors des développements, ont conduit à des décisions qui sont carrément erronées et avec une incidence financière en fait de 110 millions de dollars de pertes. Donc, c'est des cas qui sont vraiment réels lorsqu'on ne met pas au cœur de sa stratégie de donner une gouvernance forte. Et comment mettre en place cette gouvernance forte? Ça sera l'objet d'un parcours précis de la formation qui va accompagner ce webinaire. Nous en parlerons par la suite. Allô? OK. Donc, il y a également Equifax. Donc, Equifax est une entreprise qui est reconnue hein, pour ses différents bureaux de crédit mondiaux fournissant des différentes données qui permettent d'analyser ou évaluer les risques financiers et autres.
Donc, cette entreprise a fait face à un défaut de qualité de données et cela a coûté des millions, en fait, de pertes, également des enjeux réputationnels ou des enjeux juridiques qui ont suivi. Il y a également Uber, voilà, je n'ai pas à présenter, je pense que tout le monde connaît Uber, qui, par manque d'une gouvernance de données, une gouvernance de données insuffisante dans son processus, a entraîné des pertes financières significatives de 45 millions de dollars. Donc, on voit là qu'il y a vraiment du manque à gagner, une incidence financière lorsqu'on prend des cas d'usage pour acquis où on ne structure pas bien sa gouvernance. Déjà, il faut savoir que la donnée, lorsqu'elle est mal maîtrisée, ça devient un risque. Donc, ce n'est pas juste la création de valeur, mais c'est aussi un risque. Donc, il faut bien se faire accompagner. Il faut se faire accompagner par des experts qui connaissent la chose. Il faut se faire, je veux dire, se faire aider par un ensemble de profils compétents pour délivrer de la valeur selon le cas d'usage qu'on veut traiter. Il y a aussi l'entreprise Zillow. Zillow est une entreprise américaine qui agit dans le domaine de l'immobilier, qui fournit des données d'estimation de prix et également de marché résidentiel, etc. Il serait d'ailleurs bien d'avoir ce genre d'entreprise dans nos paysages africains. Donc, cette entreprise s'est retrouvée avec un modèle de machine learning déployé sans maîtrise suffisante des données qui ont conduit à l'abandon d'un système d'axe stratégique dans son déploiement, dans sa croissance, avec des pertes qui s'estiment à 3 millions de dollars perdus. Donc, on voit là qu'il y a pas mal de conséquences qui sont mises en évidence lorsque la gouvernance des données au sein des projets data IA est mal maîtrisée. À la slide suivante. Donc, en termes de risque également, lorsque les projets data IA sont mal structurés ou auxquels ils s'exposent, ce sont des risques réglementaires ou des risques de conformité. Donc, à l'aide de la data et de l'IA, la technologie n'est pas seulement basée sur le fait de pouvoir réaliser des cas d'usage, les balancer en prod ou voilà, partir sur ce qui est faisable et le faire tout de suite. Il y a également un ensemble de contraintes qu'on doit baliser, notamment l'IA ou la data doit être conforme à un ensemble de règles niveau, il y a toute une panoplie de réglementations qui sont créées au fur et à mesure. Il y a l'IA Act, il y a pas mal de choses qui régissent cet environnement d'usage de l'IA pour la rendre conforme afin de protéger les droits des individus, protéger les entreprises, instaurer un climat de confiance, instaurer également un climat de transparence, permettre à ce que les biais, que ce soit les biais, je dirais, algorithmiques ou les biais liés à la discrimination, ces choses-là ne soient pas, n'arrivent pas à fragiliser nos communautés. Donc, l'IA ne peut pas être déployée sans réflexion. Elle doit être déployée avec toute une organisation autour qui constitue pour elle une organisation qui réfléchit, une organisation responsable, une organisation qui est alignée avec les réglementations en vigueur, les cadres éthiques qui accompagnent pour permettre une meilleure valorisation sécurisée sans risque, qui ne dégrade pas l'environnement, qui ne dégrade pas les valeurs que vos entreprises défendent. Donc, à la slide suivante, nous, nous voyons également qu'il y a un ensemble de, de et de règles de responsabilité dont il faut tenir compte parce que tout IA peut être peut-être techniquement réalisable, mais elles ne sont pas forcément éthiques parce que certains cas d'usage ont tout de suite des valeurs, des répercussions sur l'accès à l'emploi, sur l'accès au crédit, sur les soins de santé, sur la sécurité, la justice. Donc, qui dit justice dit discrimination, dit distance sociale, etc. Donc, avoir des cas d'usage qui se basent sur des données, je dis peut-être des données asiatiques, voilà, avec leur ensemble de valeurs, leurs valeurs morales et autres, et vouloir répliquer cela directement sans l'adapter dans un contexte africain,
ou ivoirien, on peut se retrouver avec des biais qui ne sont pas forcément adaptés à notre continent. On n'a pas les mêmes systèmes de valeurs. Donc, ce que nous, on trouve ici peut-être comme une discrimination ou, je dirais, des dépravations ne sont pas forcément les mêmes dans un autre continent ou dans un même pays. Donc, il y a lieu de pouvoir tenir compte de toute cette éthique et toute cette responsabilité. Et à ce niveau, l'éthique, ce sont les hommes qui les définissent. Donc, euh, ce que notre communauté définit comme éthique ou morale n'est pas forcément la même ailleurs. Donc, selon la mise en œuvre ou l'implémentation du cas d'usage, il aura lieu de réfléchir en fait à un ensemble de valeurs qu'on essaie de préserver via la mise en place de cette IA. Donc, cela va différencier, va varier aussi d'un secteur à un autre. Par exemple, le secteur de la santé, ils auront à faire face à un ensemble d'éthiques liées peut-être au contexte médical, au contexte de la vie privée du patient, etc., pour pouvoir préserver euh, toute cette confidentialité ou toute cette déontologie qui règne dans le domaine médical. À la slide suivante. Donc, concrètement, là, il s'agira de vraiment passer d'une stratégie à l'action. Et là, je vais laisser Joël terminer cette slide. Joël, si tu permets. Oui, 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 sans problème. Bon, Oui, merci beaucoup. Donc, l'idée à ce stade, c'est de comprendre que c'est important d'avoir une stratégie, mais c'est encore mieux de passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, on a une hype qui est liée à l'IA. Il y a beaucoup de communication autour. Donc, il y a des entreprises qui ont des ambitions sur l'IA, ils ont une vision digitale, ils ont une vision sur la data, mais elle n'arrive pas à concrétiser ses projets. Donc, elle ne passe parce qu'elle ne passe pas à l'action. Donc, Franck l'avait dit tantôt, il y a plein de POC qui sont ça et là élaborés, mais qui n'aboutissent pas. Donc, il y a d'autres entreprises aussi qui n'ont pas de priorité claire. Donc, il a émis le sujet sur les cas d'usage pour pouvoir identifier, prioriser les cas d'usage parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas vouloir réaliser tous ceux, toutes nos idées en termes d'IA. Donc, l'idée, c'est que on doit suivre des étapes. Donc, nous, à notre niveau, on a identifié des principes clés qui peuvent aider à pouvoir réussir à implémenter et de passer à l'action en ce qui concerne les projets data et l'IA. Donc, c'est d'abord commencer par des besoins métiers, puisqu'on a notre entreprise, on a nos sujets, on a notre quotidien qui est là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier ces besoins-là et mettre en face ces besoins les cas d'usage qui sont concrets. Voilà, donc c'est un peu comme un brainstorming. On peut partir dans tous les sens lorsqu'on brainstorm, mais après, on va faire des priorisations. Donc, c'est d'identifier ce qui est vraiment concret, de prioriser la valeur vs la faisabilité. Donc, est-ce que techniquement, on a les moyens, on a les ressources? Voilà, est-ce que ça va nous apporter plus de valeur, moins de valeur? Donc, c'est un croisement qu'il faut réaliser. Et puis, il faut prendre le temps de déployer, d'implémenter progressivement. Donc, il ne faut pas lancer en fait tous les projets, tous les cas d'usage en même temps. Et bien entendu, il faut aussi accompagner la transformation humaine parce que quand on est en entreprise, pour les chefs d'entreprise, ils ont des collaborateurs. Donc, il faut travailler sur la conduite du changement. La conduite du changement suggère qu'il faut embarquer les équipes pour que les équipes aussi comprennent les enjeux qui sont liés à cette transformation qui est en train d'être mise en place. Donc, Franck, tu reviens sur ça? oui, 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 pas de souci. Donc là, il s'agira de se poser des questions sur quel cas d'usage concrètement mettre en œuvre et quel ROI, donc quel retour sur investissement on peut obtenir en mettant un cas d'usage par rapport à l'autre en œuvre. Donc là, la réflexion autour du calcul du ROI ou alors de la
détermination du ROI doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment le gain en efficacité opérationnelle. Est-ce que le fait de mettre ce cas d'usage en œuvre va nous permettre d'aller plus vite dans nos activités, de pouvoir mieux faire, de pouvoir automatiser? Est-ce que cela va nous permettre de se passer d'un ensemble d'étapes dans notre processus pour pouvoir être efficace, délivrer de la valeur au client? Elle doit tenir compte aussi des gains en TCO. Donc, le TCO, c'est le Total Cost of Ownership. Donc, on peut vouloir carrément faire un cas d'usage qui utilise carrément le cloud, donc qui n'est plus maintenu sur nos serveurs. Du coup, on n'a plus des serveurs à installer ou à maintenir, etc. C'est carrément hébergé dans le cloud, dans un cloud provider qui nous des vitesses de calcul, de la disponibilité, de la haute disponibilité, etc. On doit tenir compte aussi du gain en effort de maintenance. Donc, c'est un peu semblable au total cost ownership, mais là, il s'agira de savoir notre système, nous utilisait 10 personnes ou 20 personnes pour pouvoir maintenir l'infrastructure. Aujourd'hui, le cas d'usage nous permet d'automatiser certain nombre d'outils. Et lorsqu'on a des pannes, on a des maintenances à faire, c'est carrément externalisé, c'est carrément même prédit, c'est carrément géré déjà par le prestataire ou le cloud provider. Donc, ça déplace un ensemble de tâches à exécuter. Et nous, on a le temps de se focaliser sur notre activité qui nous produit de la valeur pour pouvoir maximiser nos chiffres d'affaires. On peut aussi se poser la question ou orienter la réflexion sur le gain sur la satisfaction client. Donc aujourd'hui, on aborde des environnements assez concurrentiels. Donc on peut se demander comment faire pour mieux satisfaire notre client. Est-ce qu'il faut tenir compte des opinions? Est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut tenir compte du packaging? Comment récolter les données du marché pour pouvoir les modeler, pour pouvoir faire des choses qui vont satisfaire nos clients. Donc, c'est tout un ensemble de réflexions qui peuvent être amenées à pouvoir déterminer le retour sur investissement. Également, le gain sur la protection des données des clients. Donc, on peut avoir des stratégies qui sont plutôt défensives. Donc là, on va mettre en œuvre un ensemble de cas d'usage qui vont permettre de se protéger, protéger contre la réglementation, protéger contre les cyberattaques, protéger contre la concurrence, etc. Donc, c'est plusieurs axes qui vont te permettre de déterminer le retour sur investissement. Il peut aussi y avoir des sujets liés peut-être à la durabilité, donc tout ce qui est ESG. Donc, on va essayer de voir comment notre entreprise s'inscrit dans la durabilité, donc calculer le gain qu'on a en termes de score de ESG, de durabilité. Et tout peut ne pas être financier. Certains vont peut-être s'évaluer en termes de réputation, d'image, etc. À la fin, on peut ramener tout au financier, mais voilà, c'est des méthodes ou des approches que nous allons voir dans dans le parcours qui sera présenté par la suite. Donc, Joël, c'est ce que je pouvais dire à ce niveau. D'accord, merci Franck. Donc je poursuis. Je crois on écoule notre webinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir les data IA, c'est important pour les entreprises de suivre tout ce qui est réglementation et conformité. Et bien entendu, pour les projets elles souhaitent implémenter, d'intégrer tout ce qui est éthique, voilà, et de passer à l'action. Bien entendu, d'avoir une feuille de route très bien structurée qui présente les différents jalons, les différentes étapes qui permettront de pouvoir réussir l'implémentation de ces projets IA et data. Et bien entendu, mesurer les retours sur investissement. C'est important de savoir qu'un projet on a implémenté, on a engagé des coûts, nous apporte des retours qui sont positifs. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les entreprises qui réussissent leur transformation data IA
N'improvise pas. Elles n'improvisent pas. Elles se font accompagner, Franck l'avait dit tout à l'heure, par des experts, des personnes qui maîtrisent le sujet. Donc, c'est en cela que nous, on a pensé un programme qui démarre dans le courant du mois de janvier, qui est orienté dirigeants, un exécutif programme qui va permettre d'outiller tous les dirigeants avec les compétences pour les aider à pouvoir piloter efficacement, à pouvoir élaborer et implémenter tous les projets data et IA. Donc, sans plus tarder, je vais dérouler rapidement ce programme pour vous le présenter. Donc, comme je disais, c'est un programme exécutif qui s'inscrit dans les data IA que j'ai mentionné au départ. L'idée, c'est que on s'adresse à tous les dirigeants et même les professionnels qui souhaitent comprendre comment structurer, gouverner et déployer les projets data. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser de façon durable ces sujets-là au sein de vos différentes organisations. Donc, c'est un programme qui va se dérouler sur 8 semaines, qui va permettre, qui offre en fait la possibilité de comprendre de façon approfondie les enjeux stratégiques, les enjeux techniques et éthiques liés à la donnée et puis l'intelligence artificielle. Donc, in fine, c'est de pouvoir élaborer une stratégie AI first, donc une entreprise aussi data-driven, bâtir une bonne gouvernance et conduire les différents projets. Donc, en termes d'objectifs, c'est que à l'issue de ce programme, les participants puissent comprendre les fondamentaux de la donnée et l'intelligence artificielle, ainsi que les différentes implications stratégiques et aussi sur les business models, d'identifier et piloter les cas d'usage. Donc, on va présenter aux participants comment déjà identifier ces cas d'usage, comment les prioriser et puis trouver les méthodes de mesure, d'identification de la valeur associée. Ensuite, ils seront à même d'impulser une culture de la donnée et exercer un leadership dans leur organisation. Ils seront capables aussi de mettre en place une bonne gouvernance parce qu'on va développer le contenu sur la gouvernance, sur la donnée et l'IA. Et à la fin, ils seront bien entendu capables de pouvoir concevoir et déployer des projets data et IA. Donc, comme je le disais, le programme s'adresse à tous les chefs d'entreprise, directeurs, les DSI, les DAF, les DRH, les responsables data, les responsables IA, les chefs data officers. Donc, il s'adresse aussi à tous les cadres de l'administration publique, et les représentants d'organisations régulatrices, aux entrepreneurs et bien entendu à tous ceux qui sont intéressés par les sujets data et IA. Donc, comme je le disais, c'est un programme qui s'étend sur 8 semaines. 8 semaines, c'est-à-dire 8 samedis, qui doit démarrer normalement le 10 janvier. Donc, l'idée, c'est qu'on vous propose à travers ce programme un format qui est hybride. Hybride qui est tel que normalement la formation se déroule dans nos locaux, mais selon les disponibilités, ça sera aussi accessible à distance pour ceux qui auront des difficultés à pouvoir se déplacer. Donc, en termes de volume horaire hebdomadaire, ce sera 4 heures par semaine. Et bien entendu, entre ces 4 heures, il y aura des pauses pour nous soulager. Donc, en termes de contenu, le programme va parcourir 4 grands cours. 4 grands cours qui commencent dans un premier temps par la culture et la stratégie de data. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, à travers ce premier cours, chaque cours dure 2 semaines, 2 samedis. Donc, le premier cours va permettre d'ancrer une vision stratégique de la donnée et de l'IA. Donc, ça sera un approfondissement de ce qu'on vous a partagé. Et après le premier cours, on va voir le cours sur la gouvernance des données. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre et maîtriser tous les cadres. Franck l'avait dit, il y a des questions réglementaires qui sont liées à cela. Donc, nous allons donner plus de détails sur le processus de gouvernance. Et après, on aura le cours 3 qui va parler de la gouvernance et l'éthique liée à l'IA. Donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer les principes d'éthique, de transparence et de responsabilité. Et le dernier cours va concerner l'opérationnalisation des projets data. Donc, c'est de passer concrètement
de la stratégie à l'action en maîtrisant toutes les méthodes, les outils, les leviers qui sont liés à ces sujets. Donc, chaque séance sera composée de sessions interactives, donc des exercices pratiques, des travaux de groupe, les supports de cours seront disponibles et pour ceux qui n'auront pas la possibilité de venir physiquement, ils pourront disposer des enregistrements des sessions. Et il y aura des quiz à chaque séance afin de pouvoir aider les participants à monter en compétences et à mieux s'approprier le cours. Donc, ce programme est disponible de façon détaillée. Donc, après, vous pourrez nous contacter, on pourra vous donner le syllabus complet de ce programme. Donc, le programme en lui-même, il sera animé, co-animé par moi-même, Joël Zongo et Franck Tia. Donc, c'est nous qui allons délivrer cette formation sur les 8 semaines. Et à l'issue de cette formation, bien entendu, il y aura une cérémonie pardon, de remise des certificats. Donc, ça sera un moment d'échange, de partage d'expériences, de communion entre tous les participants. Et à travers aussi cette fin de formation, nous nous associons à un accompagnement post-formation qui va consister à intégrer les participants dans une communauté. Ils pourront échanger avec des experts, des décideurs. Ils pourront aussi recevoir des retours d'expérience. Ils pourront accéder nous mettrons à disposition des participants de la bibliothèque, de la documentation et ils resteront informés, bien entendu, des tendances data et IA. Donc, en termes de prérequis, il faut dire que pour participer à ce programme, il n'y a pas vraiment de prérequis, mais on met l'accent sur la compréhension stratégique et managériale. Comme on l'a dit, c'est un programme exécutif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, aider ceux qui ont des visions stratégiques et managériales à pouvoir implémenter des projets basés sur la data et l'IA. Donc, le programme est organisé de telle sorte que vous avez vraiment la latitude de choisir lequel des cours vous souhaitez suivre. Mais nous encourageons vivement ceux qui le peuvent de suivre tous les cours parce que chaque cours s'appuie sur les compétences acquises dans les cours précédents afin de pouvoir avoir une évolution progressive en termes de compétences. Donc, il y a des tarifs. Les tarifs sont différenciés selon que vous êtes une personne physique ou selon que vous êtes une personne morale. Donc, pour les personnes physiques, un cours qui fait 2 semaines est à 300 000 et tout le programme avec une réduction revient à 1 100 000. Et lorsque c'est porté par une entreprise, chaque cours fait 500 000 et tout le programme fait 1 200 000, 800 000. Donc, actuellement, le code QR est là. Donc, ceux qui manifestent un intérêt peuvent déjà s'inscrire. Ça nous permettra de les contacter et leur apporter plus de contenu, leur donner plus de détails sur le programme. Donc, voici ainsi terminé notre webinaire, aussi la présentation de notre programme. Donc, ainsi vient la phase des questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Déjà, je vais récupérer les quelques questions qui y sont, mais ceux qui ont d'autres questions peuvent aussi laisser leurs questions dans le chat. Joël, rapidement, peut-être avant les questions, c'est de dire que ce programme est un programme assez pratique. Donc, sur certains chapitres, enfin, sur certains cours, nous aurons des exercices vraiment pratiques, des études de cas, des études comparatives de certains frameworks, ou alors même je vais dire, des retours d'expérience de certains cas connus dans l'atmosphère, enfin, dans l'environnement de la data. Nous pourrons avoir pour certaines séances des témoignages de certains leaders data sur des programmes déployés ou des personnes métiers qui ont eu à faire certaines choses dans leur activité, dans les secteurs, voilà, avec différentes géographiques pour pouvoir nuancer les visions également. Nous allons vraiment entrer dans les détails. Voilà, ça sera quelque chose de vraiment convivial
et qui quand même est l'un des premiers cours de cette dimension dans notre région. Donc, nous vous encourageons vivement à vous inscrire et puis faire partie de cette première cohorte avec ces différentes compétences, cette vision d'aborder les questions liées à la data et à l'IA. Ok, merci Franck, c'est additif. Pour commencer avec la première question, il y a Soro qui a posé la question de savoir exemple de cas d'usage de data en entreprise. Exemple de cas d'usage de data en entreprise. Deuxième question, apporter plus d'explications aux gains en TCO. Et puis, troisième question, c'est celle de Ulrich Nguessan qui pose la question de savoir au niveau de l'Afrique, pensez-vous que, ou de la Côte d'Ivoire, pensez-vous que la réglementation sur la protection des données à caractère personnel favorise ou défavorise l'usage de la data? OK. Donc, je vais démarrer avec la première question qui consiste à savoir des exemples de cas d'usage en entreprise. Donc déjà, en ce qui concerne les cas d'usage sont des éléments qui sont identifiés en fonction de notre activité. Donc, une entreprise A et une entreprise B n'auront pas forcément les mêmes cas d'usage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si je prends le cas, par exemple, je vais aller à un niveau des PME, par exemple. Si je prends, par exemple, le cas de l'activité des livreurs, par exemple. Je donne ma petite expérience. J'ai récemment fait une commande sur les réseaux sociaux et on m'a livré. Et lors de cette livraison, j'ai reçu un bon de livraison dans lequel il y avait toutes mes coordonnées, toutes mes informations. Et ça a attiré mon attention parce que derrière ce bon qu'on me présente, qu'on m'a remis, j'ai compris que derrière l'entreprise qui se charge de faire cette livraison-là, elle est orientée data. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette entreprise collecte de la data sur les personnes qui veulent acheter un service en ligne. Ça peut être des objets, des cadeaux, des chemises ou tout ça. Et elle est capable de pouvoir identifier le lieu de la demande, l'heure de la demande. Donc, ça fait que, et le jour de la demande, ça fait que l'entreprise sera à même de pouvoir euh, analyser ces données-là pour identifier dans la semaine, par exemple, ou bien peut-être dans l'année, quelles sont les périodes de pic de demande. Donc, vous voyez que rapidement, on peut être capable de pouvoir, à travers cette approche de collecter de la data sur nos prestations, d'identifier des pics comment évoluent nos demandes dans le temps sur une année donnée. Et quand on identifie des pics ou bien des baisses, ça nous permet de prendre des décisions. Est-ce que pendant cette période A ou une période B de l'année, je dois recruter plus de recruteurs, de livreurs, je dois acheter plus je dois me préparer à dépenser plus en carburant pour les livraisons. Ça, c'est juste un exemple sur le sujet des livreurs. Donc, il y a d'autres cas d'exemple aussi pour une entreprise qui vend, euh, qui fait du service de vente, par exemple. Elle peut utiliser la data pour faire des prédictions. Donc, elle a besoin de savoir, par exemple, si les 6 prochains mois, quelles seront mes ventes. Donc, l'idée sera d'utiliser des modèles basés sur le machine learning, par exemple, mais en s'appuyant sur son historique de vente qui va lui permettre de pouvoir prédire, de faire des prévisions de demande. Et quand on fait des prévisions de demande, ça fait que nous, on prend la décision de pouvoir identifier comment je vais m'approvisionner en stock parce que voilà, je suis en train d'aller vers une période de pic, tout ça. Il y a aussi le fait que aussi on peut s'appuyer sur les données dont on dispose pour connaître le profil de nos clients. Voilà. Donc, il faut que je sois capable de pouvoir euh, enregistrer toutes mes interactions avec les clients.
ça va me permettre à un moment donné de dresser le profil, de savoir j'ai une catégorie A, j'ai une catégorie B, j'ai une catégorie C de clients. Et les catégories A, voici les tendances, voici par exemple le type de demande qu'il m'adresse, voici par exemple leurs besoins, voici ainsi de suite, comment ils raisonnent, le catégorie B, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui est généralement réalisé par les entreprises de telco. Vous voyez les publicités ciblées, vous pouvez mettre en place à travers cette analyse, ce cas d'usage de la data là, des publicités ciblées vers ces types de clients. Donc, juste pour donner ces quelques illustrations, je ne sais pas si Franck, tu as des éléments à ajouter sur les quelques cas d'usage en entreprise. Oui, oui, oui. Justement, tu l'as si bien dit, ça va dépendre du secteur. Donc, il y a énormément de cas d'usage. Donc, on ne pourra pas les lister, mais par secteur, déjà, on a un ensemble de cas d'usage. Et déjà, pour le coup, moi, je renvoie toujours au cours, hein, parce qu'on sera profond dans certains domaines, dans certains cours. On verra des exemples d'environ. Enfin, il y a un cours qui va porter sur environ 1000 exemples de cas d'usage de la donnée dans différents secteurs, dans l'éducation, l'agriculture, la santé, etc. Donc, les cas d'usage déjà sont, comme on l'a dit, par secteur. Et par exemple, dans le domaine bancaire, on voudra peut-être connaître son client avec une certaine approche ou bien savoir la meilleure action prochaine qu'un client peut mener. Donc, en anglais, on appelle ça le next best action. Ou alors, on voudra s'intéresser sur des questions des prédictions de départ d'un client. Est-ce que ce client est susceptible de nous quitter dans environ combien de temps il est susceptible de nous quitter en se basant sur le nombre de désouscriptions, son âge, son comportement, ses retraits, ses vestements, etc. Dans le domaine de la santé, on pourra aussi prédire certaines maladies, par exemple en fonction de certains symptômes qu'on aura détectés sur un ensemble d'individus d'une proportion donnée. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais c'est vraiment selon le secteur qu'on essaye de prendre la donnée, essayer d'étudier la donnée, voir les modèles à notre disposition, voir la faisabilité et puis voir aussi le contexte juridique, réglementaire, etc. Ok, top. Euh, Deuxième question, c'est de savoir, ouais, peut-être de mieux expliquer le gain en TCO. OK, donc le gain en TCO, déjà, le TCO, c'est le Total Cost of Ownership. Donc, c'est l'ensemble des coûts, que ce soit des coûts cachés, des coûts indirects, des coûts directs, des OPEX, des CAPEX, tous ces coûts qui rentrent, qui sont liés en fait aux actifs qu'on possède dans notre système d'information durant toute sa durée de vie. Donc, déjà, pour des logiciels que nous installons dans notre, euh, dans notre système d'information, il y a le coût d'achat, les licences qui sont peut-être annuelles, il y a enfin, la maintenance de ces différents outils, il y a déjà les coûts d'installation, donc les frais de déploiement. Il y a un ensemble de coûts en fait qui va entrer dans la maintenance de l'infra, sa fonctionnalité, sa capacité à délivrer. Et également, il y a le coût des personnes qui vont travailler sur cette infrastructure-là pour pouvoir la rendre opérationnelle. Donc, à la fin, lorsque le DSI, pour un DSI ou un Chief Information Officer, il doit se poser la question de ce que cela va lui coûter de partir sur telle technologie par rapport à une autre. Et ça peut l'amener à réfléchir, à automatiser un certain nombre de choses ou bien à carrément basculer peut-être dans le cloud ou à adopter une stratégie d'externalisation parce que pour une certaine raison, des profils dans telle géographie ont plus enfin, coûtent moins cher et sont beaucoup plus compétents. Donc, il y a tout un coût, en français, on pourrait le dire, coût total de possession. Donc, voilà, on peut facilement faire allusion à ça et puis facilement comprendre le concept. J'espère que l'explication est beaucoup plus détaillée comme ça.
Ok, ok. Merci. Il y a une autre question. Au niveau de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, pensez-vous que la réglementation sur la protection des données à caractère personnel favorise ou défavorise l'usage de la data? Ok, ok. J'apporte Bon, une... ok, Bon, vas-y, vas-y. vas-y, je vais faire des additifs. Bon, ok, Ok. d'accord. Mm, Donc, c'est une excellente question. C'est-à-dire que la personne déjà exprime une curiosité liée à notre environnement alimentaire. Alors, en Côte d'Ivoire, ces réglementations-là sont majoritairement portées par le RGPD, quand ça concerne les personnes et autres. Et puis, selon le secteur, on peut faire face à d'autres réglementations, notamment la BCAO pour ce qui est services financiers etc., pour les assurances, d'autres réglementations. Donc, oui, la RTCI y travaille. Voilà, il y a de belles progressions. C'est une réplication du RGPD, mais vraiment contextualisée. Et aujourd'hui, moi, je ne dirais pas que ces régulations-là sont, ne favorisent pas le travail avec la donnée. Voilà, c'est un cadre réglementaire pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Je prends un exemple de euh, peut-être d'analyse de la voix. Donc, tout ce qui est voice analysis, travailler sur la voix pour reconnaître quelqu'un, etc. C'est quelque chose qui est réglementé. Donc, euh, euh, par exemple, un call center n'utilisera pas tes données vocaux sans ton accord, sans ton consentement. Donc, ces réglementations-là exigent le consentement du client. On t'informe qu'on va enregistrer ta voix lorsque tu appelles un call center. Et derrière, eux, ils peuvent s'appuyer dessus pour faire un certain nombre d'analyses pour pouvoir soit prédire, soit travailler sur la satisfaction clientèle, etc. Donc, le cadre juridique ou réglementaire aujourd'hui est fait de sorte qu'on n'abuse pas des données du client, mais en même temps que le service on puisse utiliser les services de la meilleure des manières pour délivrer de la valeur. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises, je crois en 2023, qui ont reçu des mises en demeure parce que euh, ils n'informaient pas correctement le client sur la de leurs données ou bien des droits à la suppression et autres. Ils ont reçu des mises en demeure de la part de l'ARTCI et ces mises en demeure sont disponibles sur le site de l'ARTCI. Donc, il y a un travail qui est fait pour pouvoir protéger le client, même si on n'est pas aussi super mature comme des entreprises américaines ou l'environnement américain ou Amérique du Nord et autres. Mais il y a des choses qui sont faites qui sont pas en défaveur à l'usage de la data, mais qui sont vraiment équilibrées. C'est ce que je pourrais dire à ce niveau. ok. D'accord. Moi, je veux juste, pour couronner ce que tu as dit, préciser que ces réglementations ont pour objectif de protéger l'entreprise elle-même, l'entreprise qui offre le service. Elles permettent aussi de protéger les droits des individus, c'est-à-dire tous ceux qui vont utiliser le service et d'instaurer de la confiance. Quand je prends par exemple, aujourd'hui, quand vous concevez un formulaire de collecte de données avec Microsoft Form, vous allez remarquer que depuis un moment, Microsoft affiche un message pour préciser que tant que vous-même ne fournissez pas vos informations personnelles, celui qui a conçu le formulaire ne sera pas capable de le faire. Donc, vous voyez que déjà, quand vous lisez ça, vous êtes directement mis en confiance par Microsoft. Parce que c'est important que l'utilisateur soit informé de tout, qu'il sache qu'est-ce qui va être réalisé avec ces informations. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, on a ceux qui ont les iPhones. Avec iPhone, vous pouvez enregistrer un appel, mais dès que vous cliquez sur l'enregistrement, votre interlocuteur de l'autre côté, il entend le message qui lui dit cet appel est en train d'être enregistré. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir protéger dans les deux sens l'entreprise comme les utilisateurs, mais aussi instaurer de la confiance. Donc, c'est très important que ces réglementations-là existent. Sinon, bon, on sera dans un monde difficile à maîtriser. Mais c'est clair aussi que trop de maîtrise, ça peut avoir un impact, voilà, décélérateur de l'innovation.
Ok, donc je sais pas, il y avait il y a une question de Brice Grouda. D'abord, il dit quelles sont les raisons générales pour certaines entreprises à être réfractaires à une stratégie data et IA et à son implémentation. Donc, ça, je vais apporter une réponse. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, on fonctionne avec une stratégie et ce qu'on appelle un business model. Donc, l'entreprise a une façon de gagner de l'argent, a une façon de fonctionner, a une façon d'interagir avec ses clients, ses prospects et tout ce qui va avec son écosystème. Donc, elle conçoit son business model et c'est ça qui est la boussole. Donc, quand l'IA, la data arrive, c'est nouveau. Donc, c'est des solutions qui peuvent avoir un impact sur le business model. Donc, on a parlé de technologie disruptive. Donc, ça peut apporter un changement significatif et même, ça peut apporter une mise à jour, comme aussi, ça peut apporter une mise à jour au business model, mais ça peut changer catégoriquement le business model. Or, changer catégoriquement le business model signifie de changer la façon dont on gagne l'argent. Donc, vous voyez qu'il y a la crainte de l'inconnu. La crainte de l'inconnu qui fait que certaines entreprises, certains managers ont peur de s'embarquer dans la tendance qui est actuelle. Beaucoup sont en mode j'observe et quand voilà, on va atteindre le seuil où c'est sécurisé pour tout le monde, je vais me lancer. Mais attendre aussi, on risque de ne plus, on risque de rester à attendre jusqu'à 1000 ans. Donc c'est pour cela que c'est important de se faire accompagner par des experts. Voilà, des personnes qui sont très pointues sur le sujet, qui sont à même de pouvoir comprendre votre fonctionnement et mettre en face de ce fonctionnement-là quel type de stratégie ou bien de solution basée sur l'IA on peut mettre en face et bien entendu associer une conduite du changement. Voilà, la conduite du changement, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si on ne prend pas ça en compte et on veut dérouler une stratégie, on risque de buter. Voilà, donc il y a plusieurs étapes qui intègrent la conduite du changement et c'est ce qui fait qu'il faut se faire accompagner. Donc, je ne sais pas si tu veux apporter un additif sur ça. Déjà, pour cette première question. Oui, c'est assez clair, hein. Ça dit d'avance, la feuille de route n'est pas un acquis. Donc, il faut l'aborder avec assez de tact, assez de méthodologie pour que cela soit accepté par les dirigeants. Et ça peut partir sur des POC, donc des éléments, des preuves de concept. Il y a toute une manière de faire accepter cette par les dirigeants. On ne vient pas d'un coup lui imposer comme ça, comme Joël vient de le dire, c'est souvent des éléments qui vont changer la manière de gagner de l'argent ou qui vont demander des investissements. Donc, il faudrait les dirigeants soient rassurés de ce dans quoi ils s'engagent. Donc, pour le faire, il y a toute une approche pour pouvoir aborder la chose et je pense que ça fait partie du premier coup que nous allons voir. Donc, comment mettre en œuvre, élaborer déjà une stratégie, quels sont les composants d'une stratégie, comment faire accepter sa feuille de route par ses dirigeants et puis comment la suivre, la piloter pour pouvoir s'assurer qu'elle est toujours alignée avec la stratégie de l'entreprise. Top. Je crois qu'il nous reste trois questions. Toujours Brice qui demande, peut-on parler de stratégie sans toutefois parler de stratégie data et IA sans toutefois parler de transformation digitale au préalable? Bon, c'est une bonne question. En fait, la digitalisation même, si tu veux, on le verra également dans il y a une historique à toutes ces choses-là. Il y a eu plusieurs étapes de euh, comment j'ai appelé ça là? L'industrialisation du travail. Il y a eu des cas où on a créé la naissance de l'Internet. Il y a eu pas mal de choses. Donc, la transformation digitale, l'ère dans laquelle nous sommes, euh, conduit à l'usage d'un ensemble d'objets connectés, de périphériques, de data, etc., qui génèrent des données.
et qui permettent, avec les capacités de calcul des infrastructures aujourd'hui, l'IA générative, d'utiliser de la donnée pour faire des prédictions, etc., etc. Donc, les deux ne sont pas dissociés, mais ça s'inscrit dans une ère. L'ère de la transformation digitale, aujourd'hui, inclut les données et l'intelligence artificielle. Et puis, qui dit structuration de toutes ces choses, se voit en train de construire une stratégie de data. Donc, c'est vraiment pas dissocié, ça va de soi. C'est une ère dans laquelle nous sommes, dans laquelle également il faut capitaliser sur ce qui est disponible. Qu'est-ce que je pouvais dire à ce niveau? Super, super. Merci, Franck. Bon, j'ai pas d'additif à ajouter parce que c'est totalement clair. Une autre question, toutes les entreprises sont-elles éligibles à une implémentation d'une stratégie data? Bon, là, euh, j'avais pris le cas d'une PME, par exemple, un livreur, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant que l'entreprise a une activité et qu'elle a compris que derrière cette activité, il y a une data qui est générée, il y a de la donnée qui est générée. Bon, je suis sûr même que toutes les activités génèrent de la data. Donc, c'est de la valeur, c'est la perception qu'on a de cette data-là qui attire notre attention à mettre en place une stratégie. Donc, même la vendeuse dans le restaurant peut avoir une stratégie data. Donc, une stratégie data va peut-être l'aider à comprendre les retours clients après un repas. Elle peut mettre en place, par exemple, dans sa stratégie, inclure des petits codes QR qui vont lui permettre de récupérer le niveau de satisfaction. Donc, vous voyez que c'est comme si elle est en train de dérouler une stratégie data de son plus bas niveau en termes d'échelle, de grandeur des entreprises. Donc, tout simplement, tout type d'entreprise qui a une activité qui génère de la data peut implémenter une stratégie data. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est pour dire que c'est possible de le faire à toute échelle, qu'on soit PME, qu'on soit administration publique, qu'on soit industrie, qu'on soit, je veux dire, prestataire des services, tout ça, on peut le faire. Elle va différencier d'un secteur à l'autre, de la taille de l'entreprise, de la vision de l'entreprise, des objectifs stratégiques et pas mal de choses. Et on pourra la subdiviser selon plusieurs axes. Une stratégie qui est plutôt défensive pour se préserver de préserver nos acquis, ou une stratégie qui est plutôt offensive à aller gagner de l'argent avec des nouveaux usages. Donc, je m'arrêterai là pour ce point. Ok, on a une question de Bonnie. Je pense que c'est plus comprendre c'est quoi le travail d'un data scientist. En tant que data scientist, est-ce que la probabilité est faible que je chôme? Et moi, je suis au Bénin, je veux des éclaircissements sur ces questions afin de me lancer à la quête de recherche de compétences. Bon, aujourd'hui, on dit quoi? On dit la data, c'est l'or du 21e siècle, ou bien le pétrole, voilà, du 21e, l'or du 21e siècle. Donc, l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, les entreprises qui prennent de bonnes décisions en s'appuyant sur les données, elles sont plus compétitives que celles qui veulent prendre des décisions en s'appuyant sur leur intuition. Parce que l'intuition est moins précis que des décisions qui sont prises sur la base de nos données, même des décisions qui sont obtenues à partir d'estimations statistiques. C'est encore plus précis que l'intuition. Donc, l'idée, c'est quoi? Toutes ces entreprises qui veulent être data-driven, c'est-à-dire prendre des décisions en s'appuyant sur les données, ils recrutent et recherchent des experts dans ce domaine. Donc, un expert dans ce domaine, c'est le data scientist. Donc, la demande, c'est clair, elle existe. Voilà, elle existe et elle touche presque tout le secteur d'activité en banque, en assurance, dans le domaine financier. Voilà, donc il y a plein de secteurs qui en demandent. Donc, il n'y a pas de souci à s'inquiéter quant à la probabilité de chômer. Je pense pas que si vous avez vraiment réussi à votre formation et vous êtes data scientist, je pense pas que vous allez chômer. Donc, merci. J'espère que vous sortez
à l'issue de ce webinaire, avec des connaissances, une vision claire sur les enjeux qui sont liés à la data et aussi à l'IA. Et puis, on espère vraiment vous trouver ou bien vous retrouver parmi les participants à notre programme qui démarre en janvier. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon samedi, un bon après-midi. Merci à tous. Franck, tu veux ajouter quelque chose? Merci à tous. Au revoir. C'est juste les dire au revoir et puis à très bientôt. Mhm. J'espère pouvoir entrer en profondeur dans toutes ces thématiques-là lors de la formation et n'hésitez surtout pas à vous inscrire. OK. Merci.